Bienvenue dans l'Odyssée, l'émission qui s'intéresse à l'humain derrière la politique. Aujourd'hui, nous accueillons Emmanuel Rigoire, député et candidat aux élections municipales de Paris. Nous parlerons de son enfance, de son parcours, ou encore des coulisses de sa campagne à la mairie de Paris. C'est tout de suite dans l'Odyssée d'Emmanuel Rigoire. Bonjour Emmanuel Rigoire. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. En faisant quelques recherches pour préparer l'émission d'aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'on en connaissait finalement peu sur toi. Est-ce que pour commencer, tu pourrais nous dire qui tu es et d'où tu viens? Qui je suis? Je vais commencer par le début. Je suis né en 77, 24 décembre 1977, et je suis né en Seine-Saint-Denis. Je suis né au Lilas, et puis j'ai habité une grande partie de mon enfance en Seine-Saint-Denis, à Bagnolet, à Montreuil d'ailleurs exclusivement. Et puis, au gré, mes parents se sont séparés, j'ai été très très jeune, et donc j'ai vécu chez l'un, chez l'autre, donc j'avais été dans pas mal d'endroits en Île-de-France, un peu en Seine-Saint-Denis, et puis mon autre combat c'était l'Essonne, vers Corbeil-Essonnes, Mennecy, un peu Saint-Fargeau-Ponthierry, donc à la frontière Essonne-Seine-et-Marne. Voilà, et puis après, là aussi, en suivant les chemins des parents, j'ai atterri en pleine campagne, en Charente-Maritime, un petit village qui s'appelle Saint-Fort-sur-Gironde, où j'ai fait toute mon adolescence et voilà, où j'ai passé des années hyper heureuses. Mais j'ai eu je suis candidat à la mairie de Paris, mais j'ai eu une adolescence totalement rurale. Voilà. Ok, et du coup, tu viens de quel milieu social à peu près? Qu'est-ce que tes parents faisaient dans la vie, par exemple? Moi, je viens d'un milieu social assez typique, on va dire, de l'expansion de l'agglomération parisienne après la Seconde Guerre mondiale. Moi, mes origines familiales, c'est le Cantal et le Poitou. Et à peu près pour les mêmes motifs, mes deux grands-pères sont devenus des petits fonctionnaires. L'un était technicien à la SNCF et l'autre était contrôleur de billets à la RATP. Ils ont fait leur carrière, l'un dans le fret postal et l'autre à la RATP. Et mes deux grands-mères, l'une n'a pas jamais travaillé, l'autre a peu travaillé. Voilà, donc, et c'est vraiment typique des migrations régionales qui sont venues pour intégrer les postes de base de la fonction publique. Je suis dans un milieu très engagé politiquement. Ok. C'était ce qu'on appelait la banlieue rouge, hein, très engagé au Parti communiste, à la CGT. Et puis mes parents, ma mère est institutrice de base. Après, elle a arrêté de travailler pour s'occuper des enfants, mais elle est institutrice. Et puis mon père, lui, a d'abord été collaborateur politique. Il a eu son bac très jeune, D'accord. à 17 ans. Et il a d'abord eu une première carrière politique comme collaborateur d'élus communistes et puis comme, pas fonctionnaire, parce qu'il n'était pas fonctionnaire, mais comme en gros dans les collectivités territoriales. Il était secrétaire général de plusieurs mairies communistes. Il a travaillé à La Courneuve, à Champigny-sur-Marne, à Bagnolet d'ailleurs avant, à Montreuil. Et puis, et ensuite, il est devenu haut fonctionnaire. Il a intégré la préfectorale. Et là, il a un peu abandonné la politique pour devenir haut fonctionnaire en étant dans la préfectorale. Okay. Et malheureusement, il est mort, j'étais jeune, donc il est mort il y a très longtemps d'une maladie. Voilà, donc j'ai été privé assez jeune de mon papa, mais voilà, c'est une famille très engagée, c'est une famille... j'ai été élevé par ma maman, mon beau-père, mon père, ma belle-mère, et c'est des gens très engagés, des gens très exigeants sur le plan des connaissances, de l'éveil à l'éducation, à la culture. Et donc j'ai baigné dans des milieux très bienveillants et très, très cultivés et assez stimulants. Et toi, tu étais comment enfant? J'étais comment enfant? J'étais curieux. Oui, mais enfin, j'en ai évidemment aucun souvenir, si ce n'est ce qu'on m'en raconte. Je crois que j'étais un petit garçon assez timide, assez réservé, assez gentil, et je crois assez simple, assez facile, quoi, comme on dit. Voilà. Et quand tu as grandi, j'ai toujours été gentil, simple. Tu étais un bon élève à l'école? Oui, j'étais un bon élève. J'ai toujours été un bon élève à l'école. J'ai toujours été un bon élève. Il y a eu des périodes où j'étais plus ou moins investi, mais j'ai toujours fait un lien affectif très fort entre mon investissement à l'école et les enseignants que je rencontrais. Et donc, j'ai eu des crushs pour des matières qui sont liées à des crushs pour des profs, quoi. Je me suis passionné dans des disciplines parce que les profs m'emballaient, quoi. Voilà. Ok. Et du coup, tu as fait quoi comme études après? Moi, j'ai fait une scolarité en filière générale, comme on dit, un collège-lycée. À part que j'ai fini mon collège
et mon lycée en pleine campagne. C'est assez atypique parce que je le vois par rapport à la vie de mes enfants aujourd'hui, qui sont des Parisiens, ils sont nés tous les trois à Paris. Moi, ma vie, c'était de prendre le car scolaire tous les matins à 7h moins le quart, de rentrer. Et dans mon village, il n'y avait pas d'amis qui allaient dans le collège et le lycée en même temps que moi. Donc moi, ma socialisation, c'était l'école. J'ai toujours adoré aller à l'école parce que c'est là que j'avais les copains, quoi. Donc, j'ai une scolarité vraiment hyper heureuse. J'ai toujours été très attaché à mes copains d'école, voilà. Tu faisais du sport à ce moment-là? Non, pas du tout. J'étais nul en sport. J'étais nul. Et alors, j'étais nul. En plus, ça m'intéressait pas énormément. Je m'y suis mis beaucoup plus tard au sport, parce que j'en fais beaucoup. J'en faisais pas beaucoup. J'étais pas très bon. J'étais pas trop bagarreur au départ. J'étais plutôt du genre à me faire bousculer à la récré quand j'étais tout petit. Ça a beaucoup changé Ok. à l'adolescence. Et alors, quand j'étais à Saint-Fort-sur-Gironde, c'était assez simple. Vous aviez le choix entre foot et rien d'autre. Il n'y avait pas d'autre Hmm. activité possible que foot. Donc, je me suis inscrit au foot et je n'ai pas laissé dans les annales du club une mémoire très vive. Tu voulais faire quoi plus tard à ce moment-là? Tu avais un métier de rêve? Ouais, et j'avais un métier de rêve. J'ai eu deux métiers de rêve dans ma vie. Je n'ai fait aucun des deux. J'ai eu longtemps voulu être cuisinier. À tel point que j'avais même envie au collège, j'avais dit je veux pas aller au lycée, je veux aller en école et tout. Et mes parents m'ont dit écoute, t'es gentil, mais tu fais d'abord ton bac et après, si tu veux être cuisinier, tu feras cuisinier, mais tu vas d'abord passer le bac. J'ai dit bon, ok. Et ensuite, je me suis passionné pour deux disciplines, l'archéologie et la philosophie. Et j'avais plutôt dans mon idée, quand j'étais lycéen, de faire de la recherche en archéologie et en philosophie, rien à voir. Et du coup, les études supérieures? Bah, les études supérieures, quand j'ai passé mon bac donc c'était à Jonzac, mon lycée il était à Jonzac. Donc je sais pas, c'est à Charente-Maritime, mais il faut voir, je sais pas si vous voyez ceux qui nous regarderont, ça vous sait, mais c'est à la fois le front marin, front maritime de la Charente-Maritime. Il y a La Rochelle, l'île d'Oléron, l'île de Ré jusqu'à Royan. Et ensuite il y a une longue bande qui est ce qu'on appelle l'estuaire de la Gironde, hein. Et moi j'étais dans cette partie-là, dans la partie dite de la Charente-Maritime des terres. Et naturellement, la grande ville universitaire vers laquelle on se projette, c'est Bordeaux. Et donc, je suis allé en classe préparatoire à Bordeaux, au lycée Montaigne. D'accord. J'avais pour objectif d'intégrer l'école normale supérieure. Et j'ai raté. T'as raté. Et du coup, Ouais. t'as fait quoi? Du coup, quand j'ai raté en Cagne le concours, j'ai trouvé que j'étais un tout petit peu loin de la zone de sécurité pour avoir une chance de l'avoir en cubant, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire en faisant une troisième, en tentant le concours une deuxième fois. Et en parallèle, par sécurité, j'avais passé le concours d'intégration directe en deuxième année de Sciences Po, et donc je suis allé à Sciences Po. Et en fait, ça a été une Sciences Po Paris? bifurcation. Non, non, je suis allé à Sciences Po Bordeaux, moi. Bordeaux. Il n'y avait pas Toujours à d'entrée, Bordeaux. il y avait pas d'entrée directe, et je voulais pas prendre trop de retard. Puis mes parents étaient attachés au fait que je parte pas à Paris tout de suite. Hmm. Et donc j'ai fait Sciences Po Bordeaux et ça a été une bifurcation parce que du coup je me suis assez vite rentré dans la vie professionnelle. Et tu t'intéressais déjà à la politique à ce moment-là? Ouais, je me suis toujours intéressé à la politique, plus sur un plan culturel et historique qu'un plan militant, mais j'étais vraiment très intéressé par ces sujets. Je lisais déjà beaucoup sur ces sujets. J'ai toujours eu une fibre de gauche, alors sans doute par influence familiale. Mais assez vite, je l'ai construit de façon autonome. Par exemple, mes parents étaient communistes. J'ai jamais été membre du Parti communiste, ni eu envie d'y adhérer, même si j'ai évidemment une sympathie affective. Et les activités militantes sont venues un peu au moment de mes études d'étudiant, où je me suis engagé à l'UNEFID à l'époque. C'était un syndicat étudiant. Hmm. Voilà. Mais j'étais à la fois très politisé et en même temps pas engagé dans un parti. Et l'engagement dans un parti, il est né du déclic de la campagne des présidentielles de 2002. Ok. J'ai toujours eu une immense admiration pour Lionel Jospin, plutôt des réserves sur Jacques Chirac, notamment sur un sujet qui est chez moi central, qui est celui de la probité en politique. Et donc, quand, au gré de mes aventures professionnelles, je suis venu m'installer à Paris, j'ai toqué la section du Parti socialiste du 12e. Je voulais venir donner un coup de main pour la campagne présidentielle de Jospin. Ça n'a pas Ok. été un grand succès, mais
Ouais. Ça m'a fait Du coup, c'était rentrer. un peu une déchirure en 2002. Ah oui, c'est une déchirure fondatrice. Oui, c'est une déchirure d'abord parce que la menace du Rassemblement national pesait déjà dans la vie politique, mais de façon beaucoup plus superficielle et marginale. Et ça, oui, ça a été pour les gens de ma génération, ça a été un choc fondateur. Moi, c'est vrai qu'au cœur de mon engagement, vraiment au cœur de mon engagement personnel, la lutte contre le racisme, la lutte contre l'antisémitisme, c'est central. Et au-dessus de tout. Et donc oui, ça a été un choc immense. Ça a été un choc d'abord pour mon pays. Hein. J'ai eu honte de mon pays, enfin, je le dis très franchement. Et deuxièmement, ça a tiré la sonnette d'alarme sur une dérive d'opinion très forte et qu'on n'observe pas qu'en France d'ailleurs. On va revenir un peu avant. Lorsque tu as quitté tes études, ça a été quoi le premier job que tu as eu, le premier emploi? Alors, j'ai commencé très jeune à bosser parce que je suis un espèce d'activiste boulimique. Moi, j'ai besoin de m'occuper tout le temps et de faire mille choses. Et j'ai fait des stages, etc. Et Tu as fait quoi comme stage? j'ai fait des stages. Moi, j'ai travaillé beaucoup dans les nouvelles technologies. Je m'intéressais beaucoup quand j'étais à Sciences Po aux nouvelles technologies. On était vraiment au cœur de l'émergence d'Internet. Hein. Moi, je suis bachelier de 95. Je suis rentré à Sciences Po en 97 et c'était l'âge d'or, on va dire, du décollage de la net économie. Et donc, on voulait tous aller bosser un peu là-dedans, on s'y intéressait beaucoup. Et moi, je me suis passionné pour ça. Et donc, j'ai fait beaucoup de stages en France et en Angleterre autour des enjeux des nouvelles technologies. Mon beau-père était engagé lui aussi là-dedans, enfin, avait pas mal de relations d'affaires. Et donc, c'est via ces réseaux-là que j'ai fait des stages et que j'ai découvert et que j'ai eu envie de bosser. Donc je me suis mis à bosser. Et j'ai bossé au départ plutôt dans les nouvelles technologies qui se sont retrouvées par un peu les hasards, mais spécialisées dans le secteur de la santé. Et du coup, ma première vie professionnelle, ça a duré 10 ans dans le privé, hein, était beaucoup sur les enjeux de santé. Et tu bossais dans une boîte Ouais, j'ai bossé dans pas mal de boîtes, des petites boîtes et des grandes. C'est assez marrant parce que moi j'ai toujours été assez attiré par les petites boîtes parce qu'on se connaît super bien, c'est très agile, c'est souvent d'une très grande intensité professionnelle. Il y a plus d'enjeux. Oui, parce que enfin, tout de suite on y a entre guillemets des responsabilités, on est assez autonome, etc. Mmh. Et les rares fois où je suis passé par des grands groupes, notamment au gré d'achats, de fusions, etc., je me suis moins épanoui. Ok, du coup, tu as bossé pour quelle boîte, par exemple? Ouais, j'ai bossé pour des boîtes que les noms vous évoqueront pas grand-chose, mais Les que plus grandes, n'existent en tout plus. cas, les plus grandes. Bah, les plus grandes, mais moi, j'ai jamais bossé pour elles. Mais je bossais comme, pas comme salarié, mais je bossais comme prestataire. Mais moi, j'ai Ok. travaillé beaucoup avec des grandes boîtes de conseil, je sais pas, Capgemini, Ernst Ok. Young, KPMG. C'est des boîtes avec lesquelles moi, j'étais un espèce d'expert recruté sur des missions. Et du coup, en 2008, tu diriges ta première campagne, celle de Michel Ouais. Blumenthal, pour les élections municipales dans le 12e. Mm. Comment on en vient à te donner ce genre de responsabilité? Bah, d'abord, je lui en suis très reconnaissant parce que c'est vrai que ça a été un accélérateur de facto quand on revoit ça historiquement. En fait, moi, j'étais militant. Donc, à partir de 2002, je me suis engagé au Parti socialiste et j'ai adoré ça. J'ai adoré ça. C'était vraiment totalement séparé de ma vie professionnelle, qui était passionnante elle aussi. Puis au gré d'ailleurs d'activités professionnelles quand même très intenses, ma disponibilité pour mes engagements variait en fonction des moments, etc. Et en 2008, Michel Blumenthal était maire sortante du 12e et à nouveau candidate à son élection. Et elle m'a proposé d'être son directeur de campagne. Et j'ai adoré. Et je crois qu'elle l'a fait parce que d'abord, tout le monde m'aimait bien. Enfin voilà, j'étais un personnage assez de consensus. J'aime bien embarquer le monde et faire le chef d'équipe sympa. Et puis, je suis assez connu pour mon sens de l'organisation très exigeant. Voilà. Ok. Du coup, elle va être élue avec 66% des voix. Ouais, très largement. Très largement. Vraiment, ça fait partie des gens qui ont beaucoup compté dans ma vie. Et on va te proposer peu après de devenir chef de cabinet du maire de l'époque, Alors, Bertrand de Lanoël. ouais, ça s'est fait en 2 temps et c'était assez marrant l'anecdote parce que moi, à l'époque, je dirigeais un cabinet de conseil. Et le soir du deuxième tour, dans l'euphorie de la victoire,
l'un d'une personnalité qui compte beaucoup dans ma vie, avec lequel j'échange beaucoup intellectuellement et qui est vraiment à la fois un ange gardien et un ami. On se dit, allez, ce serait sympa de bosser ensemble, etc. Et puis, c'était pas très facile pour moi de m'organiser pour être disponible. Mais le lendemain, je l'ai appelé, je lui ai dit, allez, ça me dit bien, j'ai envie de venir. Et je me rappelle, je lui ai dit, mais 2 ans, je fais pas plus de 2 ans parce que. C'était qui du coup? C'est Jean-Louis Missica. Ok. Il avait un super programme, il portait pour Bertrand Delanoë un programme sur l'enseignement supérieur, l'innovation, la Il recherche. était maire adjoint du coup. Il est devenu adjoint exactement. Et c'était un compagnon de route de longue date de Bertrand, mais c'est la première fois qu'il était élu. Et j'ai dit, je viens, mais pour 2 ans maximum, parce que moi, ma vie, elle est dans le privé, et je veux pas confondre les trucs et tout. Et puis finalement, ça m'a embarqué. Et je suis venu bosser avec Jean-Louis, et assez vite, Bertrand Delanoë m'a proposé de bosser comme chef de cabinet à ses côtés. Tu retiens quoi de cette période? J'ai adoré parce que d'abord, c'est la première fois que j'avais une expérience personnelle et professionnelle de l'action publique, dans une institution très prestigieuse et très efficace, qui est la ville de Paris, hein, qui est une énorme administration. J'ai découvert que j'étais passionné des sujets d'action publique. Et c'est là que j'ai pris, au-delà avant j'avais le virus politique, là j'ai pris le virus de l'action publique et j'ai adoré ça. Du coup, tu vas rester un peu plus de 2 ans, Beaucoup jusqu'en 2012, Mm. où François Hollande va être élu président de la République. Et là, j'ai vu que tu as fait un rapide passage à l'Élysée. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Alors oui, alors c'est pas exactement ça. J'ai pas fait de passage à l'Élysée, mais en gros, il se trouve que quand la gauche est revenue au pouvoir en 2012, les CV étaient un peu brassés pour constituer les équipes gouvernementales. Et la ville de Paris, c'était la plus grosse collectivité gérée par la gauche, etc., a servi de vivier. Et donc mon CV a tourné. Il a été question que j'aille à l'Élysée et puis Finalement, en fait, je suis parti travailler avec Jean-Marc Ayrault. Tu vas finir avec Jean-Marc Ayrault. D'abord, j'ai retrouvé un copain qui était chef de cabinet de Jean-Marc Ayrault avant que moi je lui succède, qui s'appelle Jean-Pierre Guérin, qui est un vieux copain avec lequel j'avais milité de nombreuses années. Et j'ai passé 2 ans à Matignon, extraordinaire. J'ai adoré ça. C'était évidemment d'une intensité très, très forte. Justement, quand on exerce ce genre de fonction au sommet de l'État, hein, chef de cabinet du Premier ministre, est-ce qu'on a encore des horaires de travail? Pour ma journée commencer le matin, pas forcément trop tôt le matin, enfin, sauf exception évidemment. C'est-à-dire pas forcément trop tôt? C'est 8h30, 8h45. Et surtout que j'avais des enfants très très jeunes. Mon aîné, il est né en 2005, ma fille en 2009 et mon troisième en 2011. Et donc j'avais des jeunes enfants. Et d'ailleurs, leur maman a beaucoup assuré le back-office, comme on dit. Et je lui en suis infiniment reconnaissant. Non, je rentrais à 1h du matin tous les jours. Ouais. Tous les jours. 6 jours sur 7 au moins. Ouais. Et c'est quoi, en gros, d'être chef de cabinet? Chef de cabinet, alors il y a 2 fonctions dans un cabinet, un peu à la tête du cabinet. Il y a le directeur de cabinet et le chef de cabinet. Le directeur de cabinet a une fonction la plus importante, et notamment de garde d'aiguillage de tous les sujets sur lesquels on a besoin de l'avis de l'autorité, du ministre, etc. Le chef de cabinet assiste le directeur de cabinet dans ses fonctions, et puis en vrai, le périmètre des fonctions dépend beaucoup de la relation entre le chef de cabinet, le DIRCAB, l'autorité, que ce soit un maire ou un ministre. Mais grosso modo, un chef de cabinet, il est d'abord chargé de la gestion de l'agenda de son autorité et de l'agenda de l'équipe. Il est chargé de l'ensemble de la préparation des déplacements. Il est généralement chargé du suivi budgétaire, technique et administratif du cabinet. Ça va des recrutements, etc. Et puis moi, j'ai toujours eu un rôle un peu plus politique, au sens où, qu'on me le propose ou pas, je m'en saisissais. Et donc voilà, mais c'est passionnant, ces équipes de cabinet, je crois. Je sais pas si toi tu connais, mais c'est très attachant. C'est très attachant. C'est vraiment, il y a un petit côté noyau dur. On y noue des liens personnels très forts. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous faciles, hein, mais en tout cas nécessairement très, très forts, très intenses. Et ça reste un très très bon souvenir. Puis c'est bien aussi quand ça s'arrête, parce que c'est... justement, ça s'est arrêté assez vite. Enfin, au bout de 2 ans, en 2014, les élections municipales arrivent. Tu es candidat pour la première fois sur la liste du Parti Socialiste dans le 12e arrondissement. Et puis là, ça va être une grande défaite pour le Parti Socialiste,
Le Parti socialiste va perdre 155 villes. Mm. Paris va faire figure d'exception un petit peu. Et ton patron de l'époque, le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, va démissionner. Donc tu te retrouves un peu sans emploi, enfin pas vraiment. Ouais, j'ai vécu, c'est exactement ça. Parce que c'est à ce moment-là où tu te lances en politique, justement. Exactement. Ouais. Et je vis dans cette période-là de façon très curieuse et très ambivalente parce que, effectivement, il y a les élections municipales. Le dimanche soir, la gauche, c'est un revers pour le Parti socialiste, mais à Paris, on gagne. Et moi, je suis élu pour la première fois à une élection à Paris. Je n'avais jamais été candidat avant. Et je vais vivre un moment un peu charnière parce que Anne avait proposé quelques jours avant le deuxième tour en me disant est-ce que tu veux être dans l'équipe, est-ce que tu veux être mon adjoint. D'abord j'en étais très flatté, c'était un peu inattendu, notamment sur des portefeuilles aussi grands qu'on m'a proposé quand on est tout jeune élu. Deuxièmement, je lui ai dit si jamais Jean-Marc Ayrault reste Premier ministre, je resterai à ses côtés parce que j'ai un engagement moral vis-à-vis de lui. Mais j'avais peu de doute que, vu les résultats, ce serait compliqué que nous restions en fonction. Et donc, j'étais à la fois très heureux avec mes camarades parisiens de garder Paris le soir du deuxième tour. Et en même temps, un peu triste parce que je savais que le lendemain matin, j'allais sans doute devoir, parce que ça a été une de mes missions, fermer la boutique, comme on dit. C'est assez violent. Moi, je ne l'ai pas vécu de façon violente parce que j'avais un truc derrière qui rebondissait immédiatement, hein. Mais ça a été 2 jours très intenses de préparer la transition. D'abord quelques heures de flottement. Est-ce que le président va le garder, le Premier ministre ou pas? C'est toujours Va le garder, c'est intéressant ça. Ouais. Va le garder alors que finalement... rien n'oblige le Premier ministre de partir. Rien n'obligeait le Premier ministre à partir. Je pense que d'ailleurs il est connu que Jean-Marc Ayrault aurait souhaité pouvoir rester un peu plus. Mais ça fait partie du job, hein. Le président de la République, il décide quand il garde son Premier ministre ou quand il s'en sépare. Et généralement, quand on s'en sépare, c'est qu'on considère qu'on a besoin d'un rebond politique, qu'on a besoin de créer un nouveau souffle, etc. Et donc, les 2 jours, là, j'ai, comme on dit, organisé la transition. Le mardi après-midi, je suis retourné avec mes cartons chez moi. Puis on se rend compte que sa vie tient dans pas beaucoup de cartons d'ailleurs. Et mon aîné qui s'appelle Noah, mon aîné, il m'avait vu avec les cartons, il n'avait pas pleuré, mais enfin il était tout perturbé. Il me dit papa, t'as plus de travail. Et je lui ai dit t'inquiète pas, ça va, on va recommencer. Et l'anecdote, c'est que le lendemain matin, le mercredi matin, pour la première fois, je pense depuis 20 ans, je n'ai pas mis mon costard cravate pour aller au boulot, ce que j'ai fait tout le temps. Je mets toujours des cravates, moi. Je ne sais pas pourquoi. Les médecins ils mettent des blouses blanches, moi je mets des cravates, c'est comme ça. Et le mercredi matin, on avait une bande de potes, parents d'élèves, et donc je suis allé au boulot, non pas en jogging et en tongs, mais enfin en civil comme on dit. Je suis allé boire un café avec les parents d'élèves, ce que j'avais rarement l'occasion de faire, ce qu'on faisait de temps en temps après. Et en fait, j'ai eu un espèce de vide en me disant, oh là là, je suis content de reprendre le boulot. Je suis un hyperactif et moi, rester 2 heures chez moi à pas savoir quoi faire, soit je dors, soit ça me déprime, quoi. Du coup, tu es élu conseiller de Paris, Ouais. maire adjoint. Et ça commence très vite, ouais. Ça commence très maire vite, adjoint d'Anne Hidalgo, en charge notamment des ressources humaines et des services publics. Pourquoi tu t'es lancé en politique? Passer du conseil à la politique directement? D'abord parce que je connaissais bien la maison, la ville de Paris comme institution, que je sais faire la différence entre ce qui relève de mission d'une administration, des cabinets et des élus. Et je me suis rendu compte que j'avais envie d'avoir une efficacité d'action, hein, et de décision à la ville de Paris. Et donc, je me suis lancé dans cette fonction vraiment avec beaucoup d'investissement. Et j'ai adoré ça. J'ai adoré ça. J'ai adoré ce boulot. C'est bizarre de dire boulot, mais en vrai, c'est que ça ressemble quand même à un boulot. C'est-à-dire qu'on a des choses à faire et on les fait. Pas toujours parfaitement sans doute, mais on a des trucs à faire, on les fait. Et j'ai décidé de m'y consacrer exclusivement. C'est-à-dire j'ai tout arrêté à côté. C'est toujours un peu bizarre. Et avant, je voulais pas faire ça parce qu'il y a toujours le piège. Le piège de la politique, c'est d'abord se déprofessionnaliser. Parce qu'à force de parler de tout, on est bon en rien. Et le deuxième risque, c'est le manque d'indépendance, le manque de liberté. À partir du moment où c'est votre boulot, la politique, le fait que la politique s'arrête, ça veut dire que vous perdez votre boulot. Et donc, il faut le préparer. C'est un dilemme pour toutes les femmes et les hommes politiques de se retrouver dans la situation de ne pas continuer à s'engager parce qu'on a envie de s'engager,
parce que c'est notre boulot et qu'il faut bouffer, quoi. C'est trivial, mais je le dis parce que bien c'est sûr. souvent vécu comme ça. Et c'est une réflexion sur le statut de l'élu que beaucoup de gens ont ou devraient avoir d'ailleurs. Mais donc j'ai décidé de m'y consacrer exclusivement parce que les fonctions sont immenses, les sujets sont extrêmement nombreux et j'ai adoré ça. Et en 2018, tu vas devenir premier adjoint Mm. d'Anne Hidalgo. Est-ce que déjà à ce moment-là, tu t'imaginais un petit peu candidater, en tout cas pour sa succession? Oui, un peu. Ouais? Ouais, un peu, avec beaucoup, je le dis franchement, hein, avec beaucoup d'humilité parce que je sais que la vie est faite de plein de choses, mais la vie, c'est fait surtout de hasard. De hasard. Et donc, par définition, le hasard, on ne le maîtrise pas. Il faut éventuellement prétendre s'appuyer dessus de façon opportune. Mais je sais combien les trajectoires un peu remarquables sont fondées bien plus sur le hasard que sur les talents, généralement. Je le dis pour y compris rappeler à l'humilité certains parfois. Moi, j'ai eu beaucoup de chance de croiser des gens dans ma vie, qu'ils me fassent confiance. J'espère leur avoir rendu en étant pleinement investi et je l'espère efficace. Mais oui, à ce moment-là, je me dis, bon, hop, peut-être que les circonstances permettront que je sois un jour maire. Voilà. Après, je Ok. sais que c'est un chemin qui est semé d'embûches, d'épreuves, d'exigences, de sacrifices aussi pour soi et pour ceux qui nous entourent. Mais du coup, ouais, je me On suis dit à parlera ce plus tard moment-là, des sacrifices. peut-être que ça arrivera. Tu as décidé, là, il y a quelques mois, après la dissolution, de candidater pour être député d'abord, et puis d'être élu, dès le premier tour d'ailleurs. Pourquoi avoir fait ce choix d'abord? Et est-ce que c'était le meilleur choix? Lorsqu'on souhaite devenir maire de Paris, est-ce que quitter la maison, c'était vraiment une bonne idée finalement? Alors je pense que oui, l'avenir dira, mais moi je pense que oui, et que les enjeux ne sont pas les mêmes, mais se nourrissent beaucoup les uns les autres. Pourquoi? D'abord parce que la dissolution, personne ne l'avait prévue, évidemment, et donc dans ces circonstances-là, vous avez quelques heures pour décider. Pas quelques jours, pas quelques semaines, quelques heures. C'est souvent d'ailleurs des périodes d'une grande intensité émotionnelle. Et qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, la menace qui pèse sur le pays, c'est que le Rassemblement national, c'est sa majoritaire absolue seule. Je rappelle qu'à l'époque, sauf un, tous les instituts de sondage disent que ce qui va arriver est Majorité absolue pour l'Assemblée nationale. majorité. Voilà, ils annonçaient une majorité absolue pour le Rassemblement national. Et du coup, je me suis dit, c'est une bataille dont je ne peux pas rester à l'écart. Et puis il y a d'autres considérations sur le fait que je pense qu'il fallait qu'il y ait des voix fortes aussi qui émergent au Parti socialiste, notamment à Paris où nous n'avions aucun député, hein, le Parti socialiste à Paris, pour plein de raisons compliquées. Et vous en avez deux maintenant du coup? On en a deux. Et donc oui, j'ai considéré que c'était un atout pour ma famille politique de mettre mon autorité là-dedans. Et enfin, dans mon parcours personnel d'apprentissage, de compréhension, de réseau, j'ai pensé que c'était utile à mes ambitions parisiennes et utile à mon exercice et à ma préparation à la fonction de maire de créer d'éprouver une expérience parlementaire, de défendre les sujets parisiens à l'Assemblée et quand ce sera utile d'avoir une connexion très forte avec l'Assemblée nationale qui est indispensable pour le maire de Paris. Indispensable parce que beaucoup des grandes décisions que nous prenons relèvent soit de l'autorité d'un maire ou d'une maire, que ce soit à Paris ou ailleurs, mais souvent, nous avons besoin de relais puissants à l'Assemblée parce qu'il faut changer la loi. Donner plein d'exemples en matière de mobilité, en matière de lutte contre les logements vacants, quand il s'agit de protéger l'école publique, etc. On a besoin d'avoir des relais, des appuis. Et donc, je pense que cette expérience de député, elle va donner beaucoup de force à notre collectif après, si je suis élu maire de Paris. Et comme parlementaire, je l'avais dit d'ailleurs comme tel dans la campagne, j'ai choisi de m'investir dans la commission dite culture-éducation, donc qui est compétente sur tous les sujets nationaux qui concernent la culture, l'éducation, le sport, l'enseignement supérieur, les médias, la vie associative, notamment dans son volet, y compris dans son volet démocratie participative, etc. Et c'est vraiment, j'ai choisi cette commission parce que c'est la commission qui a le plus de résonance avec les sujets parisiens. Je défends tous les jours les intérêts de Paris, les intérêts des Parisiennes et des Parisiens à l'Assemblée nationale. Et comment se passent tes premiers mois?
C'est chaotique et passionnant. Chaotique parce que le climat est chaotique. Ça peut, par certains côtés, le rendre plus intéressant, parce qu'incontestablement, c'est un moment historique de puissance des parlementaires, ce qui n'est pas intrinsèquement le cas sous la Ve République. Donc c'est chaotique au sens très atypique. Après, moi, c'est un petit rapport d'étonnement, après un peu plus de 6 mois d'expérience de député, c'est que je trouve que l'énergie collective qui s'y déploie n'est pas d'une efficacité à la hauteur de ce qu'on y met. Parce que je suis très étonné, je trouve que les députés sont laissés un peu tout seuls. On n'a pas beaucoup de moyens. On n'a pas beaucoup de moyens. Je ne parle pas de moyens financiers, je parle des moyens d'expertise, de pouvoir s'appuyer sur une administration. J'avais vraiment, je le dis, beaucoup plus de moyens intellectuels et organisationnels à la ville de Paris que je n'en aurais jamais comme député. Hein. Entre ton mandat de député et ta candidature à la mairie de Paris, est-ce que tu arrives à te dégager un peu de temps pour toi? Non. Et Non. comment tu arrives à t'organiser? Bah, on sacrifie la partie privée, incontestablement. C'est un drame que connaissent toutes les personnes qui sont engagées politiquement. Ce pas les seuls métiers. Hein. Il y a plein de métiers qui ont des contraintes personnelles très fortes. Quand vous êtes militaire, quand vous êtes envoyé sur des missions longues, etc. Il y a plein de métiers qui ont des contraintes fortes. Quand vous êtes chauffeur routier, etc. Il y a des métiers qui ont une atypie d'organisation très forte, qui pèse sur l'idéal type, on va dire, de vie familiale. Moi, j'aimerais bien, enfin je dis ça en plus, c'est pas vrai, j'aimerais pas, mais on aimerait tous rentrer à 19 h le soir et profiter des siens, de sa famille. Mais c'est pas comme ça que ça marche, voilà. Donc non, c'est beaucoup de sacrifices pour soi, mais encore plus, l'honnêteté m'oblige à reconnaître que c'est beaucoup plus de sacrifices pour ceux qui nous entourent en réalité. Parce que nous, on sacrifie, mais enfin on le fait au profit de quelque chose auquel on croit. Et donc quand je passe mes week-ends à faire des trucs, j'aime ça, j'aime ça. Des fois, ça peut être plus ou moins intéressant, plus ou moins éprouvant, on peut être plus ou moins fatigué, mais j'aime ça. Et tes collègues députés socialistes, est-ce qu'ils te soutiennent dans cette démarche? Oh, politiquement, j'en sais rien, et puis à la rigueur, c'est pas mon sujet. Moi, Est-ce qu'en tout cas, ils comprennent le fait que tu oui, sois oui. à la fois candidat? Oui, d'abord pour une raison simple, c'est que la quasi-totalité des députés ont, et en particulier depuis que, entre guillemets, on revient sur une forme de vie politique post-macroniste, on va dire, tous mes collègues députés socialistes quasiment ont une expérience d'élu local. D'ailleurs, je pense qu'ils y sont extrêmement attachés. Moi, ce que j'ai découvert à l'Assemblée, et vraiment pour le coup, ça me fascine positivement, quel que soit le bord politique d'ailleurs des députés avec lesquels je discute, c'est que les députés ont une passion de leur circo. Quand vous écoutez un député, il vous dit, quand vous l'écoutez parler, vous vous dites tous, sa circo, c'est la plus belle de France. Ils ont tous des anecdotes affectives sur des éléments culturels, patrimoniaux, gastronomiques et tout. Et moi, ça m'arrive hyper souvent de parler avec les députés, de leur dire raconte-moi ta circo, à quoi elle ressemble ta circo, c'est où? Parce que on sait où c'est, mais enfin on ne sait pas où c'est. Sauf si on a eu l'occasion à titre professionnel, voire parfois en vacances, il y a plein de députés qui sont élus des endroits où je vais en vacances et où je rêve d'aller en vacances. J'ai une collègue, Béatrice Belay, qui est députée de la Martinique. Martinique, ouais. Alors, elle qui a une organisation très atypique, puisque moi, la particularité, c'est que tous les députés parisiens, ou plutôt franciliens même, bah, l'Assemblée, c'est pas loin de chez nous, quoi, en gros. Mais il y a des copains qui sont dans tous les bouts de France, du territoire de l'Hexagone, mais aussi des Outre-mer. Quand vous êtes député de Martinique, de La Réunion, etc., bah, encore plus quand vous venez de Guyane, vous venez de Mayotte, eh bien, c'est des organisations très particulières. Parce que moi, le soir, moi, je suis à 15 minutes de ma circonscription en vélo. Voilà. Eux, parfois, ils s'imposent toutes les semaines, parfois 10-15 heures de transport par semaine pour pouvoir venir. Tu te déplaces à vélo? Bon, alors moi, je me déplace en vrai, alors, jamais en voiture, je me déplace en métro. Mon premier mode de transport, c'est le métro. Et le deuxième, c'est marche ou vélo. Et le vélo, en fait, j'adore faire du vélo quand il fait beau, mais ça c'est plutôt pour flâner et penser au sens de l'univers et penser à des choses heureuses en pédalant. Mais le vélo, pour moi, c'est le truc pour faire du point à point quand je suis en retard et que le métro ne permet pas d'être à l'heure. Comme j'ai un agenda très dense, il m'arrive de ne pas toujours être ponctuel. Et donc, c'est toujours une immense acrobatie pour limiter la casse. Et donc, j'ai des abonnements. J'ai des abonnements Vélib, me sert énormément.
Et quand je trouve pas de Vélib, j'ai 1 ou 2 abonnements d'autres marques, on va dire, privées, qui me permettent, voilà, j'attrape un truc à la volée, je pars, etc. Mais non, je suis très. Puis ma routine, c'est le métro. J'y vois 2 vertus, c'est que maintenant que je commence à être un peu connu, c'est un lieu de militantisme et de contact et de dialogue, où des gens viennent me parler un peu de tout et de rien, et voilà, une sorte de permanence mobile tous les jours. Et moi, comme je fais au moins 1 à 2 heures de transport par jour, hein, de métro, etc., c'est aussi un temps de contact avec les gens qui est intéressant. Et puis sinon, sinon je prends pour travailler. Je reçois évidemment énormément de mails et tout, donc je travaille beaucoup sur mon téléphone dans le métro. On sait à peu près ce que tu feras si tu es élu maire de Paris. En tout cas, tu continues à le dire depuis des semaines et des semaines. Par contre, on ne sait pas trop ce que tu vas faire si jamais tu ne l'es pas. J'en sais rien. Est-ce que tu resterais député, déjà? Oui, oui, je resterai député parce que voilà, je finirai mon mandat, mais j'en sais rien. D'ailleurs, je ne mets pas la rate au courbouillon, j'y réfléchirai tranquillement. Moi, en fait, si vous voulez, si tu veux, je suis élu parce que j'ai envie d'être utile. Le jour où j'ai le sentiment que je ne le suis plus, ou pire encore, que les gens considèrent que je ne le suis plus, ça m'obligera à réfléchir à ce que je veux faire et à essayer de trouver un endroit où je peux être utile tout court, quoi. Et donc, je n'ai pas du tout épuisé mon souhait d'engagement, mais on verra comment. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis très concentré sur l'objectif de la ville de Paris pour être maire, parce que je me sens prêt pour ça. Je m'y suis préparé pendant des années. Je pense avoir créé un bel esprit d'équipe pour engager cette bataille. Mais c'est aussi la beauté de la démocratie. La politique, c'est comme d'autres carrières professionnelles, mais je pense que le mieux, c'est les sportifs, quoi. On s'entraîne pendant longtemps, et puis un jour, il y a un 100 mètres, et la course, elle dure entre 10 et 11 secondes. Il ne faut pas se rater ce jour-là, c'est tout. Est-ce que dans ton parcours professionnel, tu as une fierté, un truc... T'en es tellement fier que... Oui, j'en ai beaucoup d'abord parce que j'ai toujours adoré. Moi, j'ai toujours été très investi dans mon boulot, affectivement, l'envie de bien faire, etc. Même quand j'étais stagiaire, je bossais énormément, etc. Le truc dont je suis le plus fier dans sa globalité, dans son ampleur, c'est les Jeux Olympiques et Paralympiques. Les JO, ok. Ouais, parce que c'est un fil rouge qui a occupé 10 ans de ma vie. J'ai fait plein de choses en même temps, à côté, etc. Mais oui, c'est sur le plan de l'importance, de la régularité et de la durée, c'est le projet le plus lourd que j'ai eu dans toute ma vie. Ouais. Est-ce que tu as une œuvre, un film, un livre, peu importe, qui t'a marqué et que tu souhaiterais, je sais pas, nous conseiller, nous partager? J'en ai pas beaucoup parce que moi je lis beaucoup, un peu moins en ce moment, parce que en ce moment je lis beaucoup, mais je lis beaucoup de rapports, c'est très chiant des fois je me dis. Mais quand je vais en vacances par exemple, ça fait plusieurs années que je lis des rapports. Entiers, pas des synthèses. Non, je lis enfin ça dépend, je ne peux pas tout lire, mais je lis beaucoup de rapports de l'Agence parisienne d'urbanisme, de France Stratégie, etc. Je suis très focus mais moi, des livres, des œuvres qui ont marqué ma vie, il y en a beaucoup, énormément, en philosophie, en littérature. Je lis pas trop de romans, moi je suis pas trop un fan de romans, peut-être parce que j'ai pas le temps de prendre le temps de les apprécier d'ailleurs. Je lis surtout des livres d'histoire, je lis surtout des livres politiques, et j'ai toujours eu une passion pour les polars américains. Ça, c'est ma littérature de plage, c'est Kay Scarpetta, c'est Patricia Cornwell, c'est Ludlum, c'est un peu vieux peut-être pour les jeunes générations, mais à l'époque c'était les polars à la chaîne un peu horrifiques. Mary Higgins Clark quand j'étais ado, etc. Ça, c'est mon truc à moi qui me détend quand je suis en vacances, où j'ai l'impression de me lobotomiser un peu, mais j'y prends du plaisir. Et sinon, si je dois peut-être sortir une œuvre qui m'a marqué plus que les autres, je dirais Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo, parce que je l'ai lu, j'étais assez vieux. Je l'ai pas, évidemment, j'avais entendu parler de Notre-Dame de Paris, mais enfin, quand vous voyez le pavé que c'est, avant de se lancer dedans, c'est le genre de bouquin, vous en lisez 4 pages en disant, tiens, je vais me faire Notre-Dame de Paris. Au bout de 4 pages, vous dites, oh là là, je le pose de côté. Ça m'est arrivé de commencer pas mal d'œuvres monumentales et de ne pas arriver à la fin de l'œuvre. Et Notre-Dame de Paris, parce que c'est à la conjonction de plusieurs sujets qui me passionnent. C'est à la conjonction, évidemment, de Paris,
de Victor Hugo, qui est un personnage pour lequel j'ai une passion très, très forte au sens historique du mot. Et puis parce que peut-être n'est-ce pas le sujet qu'on a le plus en tête quand on parle de Notre-Dame de Paris, mais c'est pour moi l'une des grandes œuvres politiques sur la question de la protection des plus fragiles, de la question de l'asile, du refuge, de ce concept de la protection des autres, et en particulier des plus fragiles, et notamment de ceux qui sont exclus par la société, par la bien-pensance de la société. Et donc je trouve que c'est une œuvre politique d'une grande puissance. Or, c'est pas souvent ce biais-là qu'on connaît de Notre-Dame de Paris. Et j'ai lu Le Comte de Monte-Cristo, ça m'a saoulé. Il y a plein d'œuvres comme ça, je me suis forcé à les lire, mais vraiment... Et est-ce que tu as des mentors en politique? Non, j'ai des mentors en politique, mais j'ai des personnages politiques historiques qui m'inspirent beaucoup, dont je me sens très proche. Victor Hugo en est un, Jean Jaurès en est un autre. Et des personnes qui t'ont aidé dans ton parcours? Et oui, et donc j'en ai influencé plusieurs. Celui qui a exercé le plus d'influence sur moi hier, aujourd'hui et demain, c'est Bertrand Delanoë. Parce que Bertrand Delanoë, Jean-Marc Ayrault, Anne Hidalgo, mais dans des registres différents les uns les autres. Celui qui a évidemment qui a l'empreinte la plus forte dans ma formation personnelle politique, c'est Bertrand. Qu'est-ce qui t'a apporté? Il m'a apporté plusieurs choses. D'abord, c'était quelqu'un de très exigeant. Je le dis avec beaucoup d'affection. S'il regarde la vidéo, il le sait. C'est quelqu'un qui est d'une rigueur, qui s'impose à lui-même une rigueur immense, et qui l'impose à ses plus proches collaborateurs. Et d'abord, c'est pas facile tous les jours. Et deuxièmement, ça vous apprend beaucoup, beaucoup. Et moi, j'avais toujours beaucoup travaillé, je me suis rendu compte que je ne le faisais pas toujours avec la rigueur permettant que ce soit le plus efficace. Des fois, on gesticule et on s'agite dans tous les sens. Et avec plus de rigueur, on pourrait être plus efficace et faire plus, ou peut-être faire moins et du coup dégager du temps pour faire d'autres trucs. Il m'a appris à être organisé, méthodique, rigoureux, exigeant. Voilà. Et puis ça a été un grand-mère. Voilà. Et Anne, et pareil, Anne m'a appris beaucoup de choses. Femme d'un grand courage, exigeante également. Et Jean-Marc Ayrault, c'est un homme que j'aime infiniment. C'est-à-dire que vraiment, soin de lui. D'abord, une très grande expérience et maturité politique quand j'ai travaillé avec lui. Et c'est un homme bien. C'est un homme bien, c'est un humaniste, c'est un Européen convaincu. Jean-Marc Ayrault incarne quelque chose, c'est moi, qui me rappelait l'idéal type des républicains de la Troisième République, cette espèce de pilier un peu solide grâce à laquelle la maison tient. Hein. Et maintenant, il n'est plus là, du coup? Non, il n'est plus là. Alors, je ne le vois pas assez souvent parce qu'il est... en tout cas, nous, on ne le voit plus non, publiquement. il a pris sa retraite. Et d'ailleurs, ça fait partie de ses qualités, comme Bertrand. Ce sont des gens qui ont eu des responsabilités immenses, qui se sont les deux, d'ailleurs, les deux, Jean-Marc et Bertrand, organisés pour gérer leur succession de façon intelligente et efficace. Bertrand a passé le relais. Après, on a fait ce qu'il fallait, mais elle a passé le relais à Anne Hidalgo. Jean-Marc Ayrault l'a fait avec Johanna Rolland à Nantes. Et quand ils ont considéré que leur temps était venu, ils se sont mis de côté. Ce n'est pas du tout un renoncement. Ils ont encore l'un et l'autre plein d'activités politiques, mais simplement, ils sont économes de leurs paroles dans la presse, y compris en taisant leurs propres exaspérations quand ils en avaient pour des sujets divers et variés. Et j'espère que quand les années viendront, je saurai faire ça aussi. Est-ce que tu as déjà commencé à passer le flambeau un peu? Est-ce que tu es le mentor de quelqu'un? Pas encore, ou plein de gens. Mais je me suis jamais posé la question comme ça. Au lycée, on s'intéresse notamment à la santé mentale des politiques. Ouais. On n'en parle jamais. Et la politique, ça peut être un terrain particulièrement c'est stressant. Dur. Ouais, c'est exigeant. Ouais. Comment toi tu gères la pression? En ne la laissant jamais totalement retomber d'abord. On est en tension tout le temps. Et ça fait des années, moi, quand je regarde, ça fait quasiment 15 ans que je suis à bloc d'engagement personnel, de densité de travail. Et je pense que d'ailleurs, le jour où tu arrêtes, soit par choix, soit parce que tu as perdu une élection, la descente est un peu dure et longue. On le sait, moi j'ai connu pas mal de monde qui ont été confrontés à ça.
J'espère d'ailleurs que les circonstances me permettront d'arrêter la politique le jour où j'aurai choisi de le faire et pas le jour où je le subirai parce que Mm. j'aurai installé une forme de lassitude. Euh, et comment on fait? Il faut essayer de prendre des forces là où il y a de l'amour, essayer de fermer les écoutilles là où il y a des ondes négatives et honnêtement, il peut y en avoir pas mal. Et puis moi j'ai un conseil tout simple à donner quand on me pose la question. Tant que tu arrives vaguement à bien dormir le soir et tant que tu gardes l'appétit, c'est que tu gères, hein. Le jour où ça te met la rate tout courbouillon et que tu commences à t'installer dans une espèce de rumination permanente pour soi-même, pour les siens, pour son entourage, il faut penser à faire autre chose. Du coup, tu arrives un peu à souffler encore? Non, pas assez, mais oui, j'ai des amis, une famille, mon petit cocon. On se fait engueuler parce qu'on n'est pas assez là et on dit oui, pardon, pardon, je vais faire des efforts, je vais faire des efforts et il faut sans cesse les rappeler. Mais non, la politique, c'est dur. Enfin, moi, j'ai connu des choses tellement plus dures que ça. Pas pour moi, j'ai vu des choses tellement plus dures que ça. Moi, j'ai un métier très exigeant, il me fatigue, il m'épuise parfois, etc. Mais j'ai vu des situations personnelles infiniment plus dures, plus graves, plus blessantes, plus destructrices, etc. Donc, en fait, j'ai vraiment pas du tout à me plaindre et j'ai de la chance. Tu as quand même vécu du coup, des moments de déprime en politique, des moments qui étaient un peu plus durs. Oui, Et, oui, et comment mais je tu ne as suis fait pas pour sûr te qu'ils relever? soient liés à la politique. Pas lié à la politique. Les moments les plus durs sont pas. Les moments les plus durs sont ceux qui touchent à l'intime. Hmm. C'est ça. Le reste, ça fait pas plaisir. On est en colère, on est triste, on est déprimé. Mais ça, voilà, non, les moments les plus durs de la vie sont liés à l'intime et ils nous arrivent à tous. Voilà. T'es papa de 3 enfants. Ouais. Que pensent tes enfants de ton engagement politique? Ils sont très sympas. Ils s'intéressent pas beaucoup, mais c'est une espèce de modus operandi de protection réciproque. On en parle assez peu. Moi, pendant longtemps, j'étais engagé en politique, mais enfin, j'étais pas très connu, personne ne nous emmerdait, etc. Je pense pas qu'ils le vivent mal, et en tout cas, je leur suis reconnaissant de ne pas me laisser à penser qu'ils le vivent mal, mais je les tiens à l'abri. Voilà, je les protège. Ils ont quel âge? Mon grand a 19 ans, ma fille a 15 ans, et mon fils a 13 ans. Il Donc va tous avoir encore en études. 14 ans dans un mois, enfin un mois et demi. Et Ah, puis j'ai deux enfants qui me sont très chers aussi, qui sont ceux de ma compagne, parce qu'on est une famille recomposée. Et donc une semaine sur deux, j'ai 0 enfant, ce qui me permet de travailler tout le temps. Et une semaine sur deux, j'en ai 5. Donc ce qui m'impose de faire attention. ils sont plus grands? Ils sont plus petits. Plus petits? Ouais. Avant qu'on se quitte, du coup, je voulais te proposer d'évoquer un sujet qui te tient à cœur, qu'on n'a pas forcément encore abordé, celui que tu veux. Peut-être celui qui me préoccupe le plus en ce moment. J'ai un fond très optimiste sur l'avenir. Je considère que la vie est longue et que l'humanité saura trouver les ressorts du rebond. Mais quand même, je suis assez préoccupé par la situation du monde, la situation du pays. Et moi qui suis un homme de gauche, je m'en veux parfois, moi et avec moi, tous ceux qui s'engagent comme ça à gauche, de notre incapacité à éclairer l'avenir avec un peu d'espoir. Et je vous le disais, je me suis engagé en politique pour aider Lionel Jospin dans un moment fondateur qui est celui de l'arrivée de Jean-Marie Le Pen. Ça fait, je suis dans des responsabilités importantes depuis une dizaine d'années. Et puis à Paris, c'est pas l'endroit où le Rassemblement national est le plus fort. Mais je me dis, qu'avons-nous fait de si mal, nous-mêmes, nos aînés, pour que le pays et que le monde soient dans cet état-là. Et donc ça suscite chez moi une forme d'inquiétude. Et je crois que cette inquiétude, elle est très présente chez tout le monde dans l'opinion. La peur pour ses enfants. Moi, quand j'étais petit, la perspective d'une guerre à l'horizon de ma vie à moi était quasi inexistante. Aujourd'hui, elle est hautement probable pour mes enfants quand ils se projettent. Et donc nous sommes en train de leur léguer un monde qui n'est pas jojo, quoi. Si tu pouvais donner un conseil à l'adolescent que tu étais, il Je ne donnerai pas de conseils. n'y a Je pas un donnerai conseil de vie
Non, je ne lui donnerai pas de conseils parce que je vais vous dire, je suis quelqu'un d'heureux. Je sais pas, on peut toujours être plus heureux, machin, etc. Je conseillerais d'acheter, de miser sur des paris sportifs comme dans Retour vers le futur. Non, j'ai pas de conseils à lui donner parce que je suis heureux là où je suis et souvent, et je pense en particulier à mes enfants, quand je revois ma vie, j'ai pas envie qu'elle soit, je n'aimerais pas qu'elle soit différente. Je me dis, je m'en sors bien, j'aime bien. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite Peut-être mère. d'être maire de Paris? Ouais. Merci Emmanuel. Merci à vous.